Merci beaucoup à toutes les trois pour avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, on a intitulé « Un outil pour désinstitutionnaliser la protection de l'enfance ». Je présenterai chacune des intervenantes avant leur prise de parole, évidemment. Et j'aimerais commencer par vous, Anne Devresse, pour introduire cette table ronde. Donc, Anne Devresse, vous êtes présidente du Conseil national de la protection de l'enfance et sous-directrice de la prévention et de la protection de l'enfance au sein de la mairie de Paris. Et lorsque vous étiez également, dans vos fonctions précédentes, directrice générale adjointe famille santé au sein du département du Nord, vous avez également contribué à créer la plateforme des tiers dignes de confiance et de l'accueil durable et bénévole au sein de ce département. Et donc aujourd'hui, je souhaitais savoir, forte de toutes ces expériences et avec votre regard un petit peu surplombant que vous avez aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous tirez de l'accueil de type familial, de ce développement de ce type d'accueil, notamment tiers dignes de confiance et accueil durable et bénévole en France ? Merci pour votre invitation, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers tous, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous l'avez rappelé, depuis de nombreuses années, avant même d'ailleurs mes fonctions dans le Nord. Peut-être le point de bascule me concernant, mais j'y reviendrai en conclusion. Ça a été il y a un peu plus de 10 ans maintenant, preuve que l'émergence de ce sujet est quand même assez récente. La préparation de la loi du 14 mars 2016, à laquelle j'avais à l'époque largement contribué. Avant de revenir au sujet, peut-être partager avec vous le fait que je me réjouis que cette journée d'études, aujourd'hui, dans une actualité chargée qui met en lumière, et c'est nécessaire, les dysfonctionnements de la protection de l'enfance et plus largement la crise inédite que connaît cette politique publique. Vous savez que le Conseil national de la protection de l'enfance s'est mobilisé depuis d'ailleurs plus d'1 an et demi maintenant, au tout démarrage des premiers signes d'alerte pour saisir les pouvoirs publics de la nécessité d'agir et à formuler tout un tas de propositions. Donc loin de moi évidemment l'idée de ne pas reconnaître, voire d'euphémiser ou d'édulcorer la crise grave que traversent nos institutions. Mais grâce à ce sujet, vous nous donnez la possibilité de mettre en avant des avancées considérables qui marquent notre secteur depuis une petite dizaine d'années, avec un effet d'accélération très récent. Celui que dans notre quotidien de travail, l'intérêt, la place que nous accordons récemment aux tiers bénévoles dans la prise en compte des besoins des enfants les plus vulnérables. Vous l'avez dit les uns et les autres déjà, on y reviendra. Ce sont des avancées qui sont finalement décisives pour les enfants eux-mêmes dans leur quotidien de vie. Et c'est évidemment très rapide, mais ces avancées qui ont été consacrées par les lois récentes 2016-2022, finalement, on pourrait dire qu'on les doit aux avancées de la recherche, mais aussi à la prise de parole des premiers concernés. Donc c'est sur ce point que je voudrais m'attarder un petit moment. S'agissant de la recherche, très rapidement, saluer les travaux déjà dans les années 80-90 de chercheurs sur la question des enfants confiés à des tiers, parfois par leur famille elle-même. C'est un sujet qui est très aveugle dans nos politiques publiques. Je sais que Coralie Aranda est là, elle a travaillé sur le sujet. Bernadette Tillard, depuis très longtemps, travaille sur ces questions très invisibles au plan des institutions, mais c'est évidemment Mohamed Lousni, Catherine Selnay, qui ont aussi porté à quel point pour les enfants cet accueil chez des tiers pouvait être favorable. Mais c'est sur le deuxième levier de transformation de nos politiques publiques que je voudrais insister, c'est sur le fait que, de mon point de vue, on n'évoquerait pas le sujet de la même manière aujourd'hui si les premiers concernés, les anciens de l'aide sociale à l'enfance, n'avaient pas bousculé nos représentations sur ce sujet, en particulier de la place des tiers bénévoles dans l'accompagnement qu'ils vivent au quotidien. Alors, pour illustrer la force de cette prise de position des anciens de l'aide sociale à l'enfance, je voudrais vous dire à quel point, maintenant que j'ai une longue expérience, parce que ça fait 30 ans à peu près maintenant que j'exerce des fonctions de direction en protection de l'enfance dans le champ de l'action sociale d'une manière générale. Je dois vous dire à quel point
je suis frappée sur les dernières années d'une très grande concordance des témoignages des anciens de l'aide sociale à l'enfance, depuis les groupes de travail de la loi de 2016 jusqu'aux prises de position très récentes des collectifs, et encore récemment dans la préparation des assises nationales de la protection de l'enfance qui auront lieu à Paris en juin, vous le savez, sur la question des liens d'attachement en protection de l'enfance. Eh bien, un discours extrêmement cohérent de tous ceux qui ont connu l'aide sociale à l'enfance, quelle que soit la diversité de leur parcours, parce qu'ils ont des âges différents, donc ils ont connu l'aide sociale à l'enfance à des moments différents, parce qu'ils ont un rapport, une expérience à l'aide sociale à l'enfance qui est soit positive, soit au contraire très douloureuse et qu'ils sont en colère, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui les unit les uns et les autres, c'est qu'ils disent avoir souffert, pour la plupart, d'une forme de désert affectif dans les institutions d'aide sociale à l'enfance. Et pour ceux qui n'ont pas vécu ce manque, ils ont tendance à considérer que les professionnels qui se sont engagés dans la relation avec eux, finalement, étaient hors clou et ont d'une certaine manière transgressé les règles qui leur étaient imposées. Ces fameuses règles, vous savez, de bonne distance. Donc réjouissons-nous qu'on n'en soit plus là aujourd'hui, alors qu'il y a encore 5, 10, 15 ans, pour ceux qui rêvent du monde merveilleux de l'aide sociale à l'enfance d'il y a 15 ou 20 ans. Eh bien, heureusement, on n'en est plus là aujourd'hui et on admet cette question de la nécessité d'un engagement affectif. Alors c'est la première chose qu'ils disent. Ils disent « on a besoin que les professionnels qui s'occupent de nous s'engagent affectivement dans la relation avec nous ». Ce qui était une bombe il y a 10-15 ans. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose à quoi on travaille. On n'est pas encore au bout du chemin et il faudra vraiment s'améliorer collectivement dans nos institutions sur la clinique institutionnelle et l'accompagnement des professionnels dans les missions complexes qu'ils exercent. Je ne m'attarde pas sur ce sujet qui me tient très à cœur, mais je voudrais surtout souligner le fait que, au-delà de la nécessité d'un engagement affectif des professionnels qui prennent soin des enfants, les éducateurs, les assistants familiaux, bien sûr, ces familles d'accueil salariées de la protection de l'enfance, les anciens de l'aide sociale à l'enfance nous disent un autre message qui était encore moins audible à l'époque. Ils disent « on a aussi besoin que d'autres que les professionnels s'engagent affectivement dans la relation avec nous et que ce ne soit pas seulement des personnes qui sont payées pour s'occuper de nous qui entretiennent avec nous un lien et un lien durable ». C'est toute la question de la mobilisation des tiers bénévoles, au-delà d'ailleurs de la seule question des tiers dignes de confiance dans l'environnement de vie de ces enfants. Et ça a été dit par Sarah El Haïry, de ce point de vue, la situation française est assez atypique. Je pense que vous y reviendrez tout au long de la journée. C'est la force de votre fondation que d'avoir un regard très ouvert sur la protection de remplacement au-delà des frontières françaises. Et c'est très précieux sur ce sujet en particulier d'aller convoquer les expériences étrangères, y compris dans des pays qui ne sont pas des pays avancés au plan, en tout cas pas des pays occidentaux, et qui vivent des expériences extrêmement positives de liens de solidarité. Alors pourquoi c'est un sujet décisif ? D'abord parce que mobiliser, soutenir, reconnaître l'engagement des tiers bénévoles dans l'accompagnement des enfants les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent pas vivre en famille et qui connaissent les environnements institutionnels, c'est la possibilité pour ces enfants d'ouvrir leurs horizons et leurs réseaux sociaux, alors qu'on sait aujourd'hui, mieux qu'hier, à quel point les enfants qui ont grandi à l'aide sociale à l'enfance en sont dépossédés de réseau social. Et on le voit en général plutôt quand ils ont quitté l'aide sociale à l'enfance, au moment où ils entrent dans la vie adulte et où ils sont spécialement fragiles et vulnérables. C'est d'ailleurs l'autre point, vous le savez, dans leur discours, que les jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou qui ont grandi à l'aide sociale à l'enfance abordent très fréquemment, quel que soit d'ailleurs l'âge auquel ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, c'est à quel point ils sont seuls, isolés. C'est ce qu'a démontré l'étude ELAP de manière très sidérante finalement, puisque je pense qu'avant de quitter l'aide sociale à l'enfance, quand on interroge les jeunes de l'aide sociale à l'enfance sur qui compte pour eux, je crois qu'ils citent 8 fois sur 10 des professionnels qui ne sont plus là à la majorité. Mais ce sujet des tiers bénévoles, il a un autre intérêt, et là c'est spécialement le cas des tiers dignes de confiance parmi ces tiers bénévoles, c'est qu'ils replacent l'enfant au cœur de l'intervention qui le concerne et de l'intervention de protection, puisque dans un certain nombre de cas, c'est l'enfant lui-même qui nous amène vers ces tiers.
et qui nous oriente vers ceux qui comptent pour lui. Charge de notre côté à rester ouvert, à être capable d'entendre les chemins vers lesquels ces enfants nous amènent. Ça, c'est toute la pratique, vous le savez, de Rétis, de Mohamed Lousni, dans une expérience qui est maintenant ancienne, mais qui était très confidentielle il y a encore quelques temps et qui, aujourd'hui, se généralise. C'est la possibilité de suivre l'enfant et de soutenir les tiers qui prennent soin de lui, même quand il s'agit de tiers qui n'ont pas été choisis par les institutions, mais bien par les enfants eux-mêmes. Et c'est tout l'enjeu, vous l'avez dit, de l'évaluation des ressources de l'environnement des enfants. Mais le troisième point sur lequel, que j'ai déjà un petit peu esquissé et qui est décisif aujourd'hui, sur lequel il nous faut encore continuer de progresser et que permet de mieux travailler cette question de la présence des tiers dans l'environnement, des tiers bénévoles dans l'environnement des enfants protégés, c'est la nécessité de penser pour eux des liens affectifs durables. Et donc pas séquencer à des mesures provisoires. Alors de ce point de vue, un petit point de vigilance quand même à propos des tiers dignes de confiance, puisque vous savez que des bénévoles en protection de l'enfance, on en connaît à plusieurs titres. On peut s'engager quand on est un citoyen lambda de la société civile auprès d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance de plein de manières possibles. Tout un tas d'ailleurs de pistes et de statuts de bénévoles qui ont été très soutenu par les lois récentes. On peut être un mentor pour un enfant, on peut être un parrain, une marraine pour un enfant, on peut être un tiers digne de confiance dans le cadre de l'assistance éducative, et puis on peut aussi accueillir les enfants chez soi dans le cadre de l'accueil durable et bénévole. Et il est vrai qu'on repère aujourd'hui que ces différentes formes d'engagement bénévole auprès des enfants peuvent ouvrir des parcours, des histoires absolument exceptionnelles qui se traduisent parfois par des changements de filiation, puisque on peut avoir des adoptions simples dans le cadre de ces parcours de liens durables avec des enfants confiés. Donc, c'est quand même très important de penser ces sujets dans la durée, de penser l'engagement durable. C'était tout l'enjeu de la démarche de consensus, vous le savez, en 2016, conduite par Marie-Paule Martin-Blaché, qui a identifié ce méta-besoin de sécurité, sans lequel aucun autre des besoins des enfants ne peut être satisfait. Et ce méta-besoin de sécurité, il procède avant tout de ce besoin de sécurité affective et de la possibilité de pouvoir bénéficier d'un engagement affectif durable. Concrètement, ça veut dire que le statut de tiers digne de confiance étant provisoire, pour s'engager dans un lien durable, très probablement, il faudra à un moment donné que ce tiers ne soit plus un tiers provisoire dans le cadre d'une mesure provisoire, mais devienne et soit soutenu dans le cadre d'un engagement plus durable. Et c'est ce qu'ouvrent les lois récentes de manière extrêmement positive avec la possibilité de l'accueil durable et bénévole. Ça, c'est le premier point, la question de la durabilité. Mais à l'instant T, il faut aussi qu'on prenne garde à ce que la vie de l'enfant soit facilitée dans son quotidien, ce qui n'est pas toujours facile, ni pour les enfants, ni pour les tiers dignes de confiance, dans le cadre de l'assistance éducative, puisque, vous le savez, les prises de décision sont un enjeu considérable tous les jours pour les enfants. Nous avons la possibilité et la chance au Conseil national de la protection de l'enfance de pouvoir interroger les enfants sur toutes les dimensions de la politique publique de protection de l'enfance, puisqu'on est doté d'un collège des enfants. Et le premier sujet que les enfants portent, c'est à quel point c'est compliqué dans la vie quotidienne d'être un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il n'y a jamais la personne au bon endroit, au bon moment pour prendre les décisions, mais de la vie courante, aller chez un copain, partir en voyage scolaire, etc. Et les assistants familiaux, salariés, professionnels de l'aide sociale à l'enfance nous le disent aussi, et les tiers nous le disent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être aussi capable de penser la possibilité pour les tiers qui s'engagent auprès des enfants, a fortiori comme les TDC quand ils les accueillent dans leur foyer, de pouvoir prendre des décisions pour eux. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'une bonne pratique, dès lors que l'engagement est durable, serait de, à minima, déléguer l'autorité parentale aux tiers bénévoles, de sorte qu'ils puissent prendre un certain nombre de décisions pour les enfants. Ça permet aussi que les délégations d'autorité parentale ne soient pas seulement exercées par l'aide sociale à l'enfance, mais bien par des tiers, et que les enfants ne soient pas seuls avec l'aide sociale à l'enfance dans ces parcours durables, quitte à ce qu'ensuite on parte vers un accueil durable et bénévole ou évidemment une adoption simple dans un certain nombre de cas.
Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de liens associés et de précautions à prendre quand même autour de la nécessité, au-delà de la nécessité de reconnaître les bénévoles dans leur engagement, dans l'organisation quotidienne du travail. Et ce n'est pas forcément des sujets sur lesquels on est encore très à l'aise à l'aide sociale à l'enfance. Je ne reviens pas, mais c'était mon dernier point, ce sera abordé, j'imagine, ensuite, et Monsieur le Président, vous en avez parlé, cette nécessité évidemment de pouvoir contrôler la probité des tiers bénévoles, c'est une autre précaution à prendre, a fortiori quand c'est les enfants qui nous emmènent vers des tiers, de pouvoir faire en sorte qu'on s'assure que ces personnes n'aient pas d'antécédents judiciaires qui mettent en doute leur probité. Par contre, j'insisterai là sur le fait que s'agissant des tiers bénévoles, on n'a ni à les recruter, ni à les agréer, et que ce contrôle de probité doit être un contrôle minimal, extrêmement sérieux. Par chance, on dispose aujourd'hui des outils qu'on n'avait pas par le passé pour permettre ces vérifications de probité, à la fois du point de vue évidemment du casier judiciaire, mais aussi de l'inscription sur les différents fichiers d'identification des auteurs de violences, et notamment de violences sexuelles, ou en particulier de violences sexuelles. Et on voit bien, pour les départements qui testent ces nouveaux outils de vérification de probité, qu'un certain nombre de candidats bénévoles matchent sur les fichiers d'agresseurs sexuels. Donc c'est très important de faire ces vérifications. Une fois qu'on a fait ces vérifications, par contre, on n'est plus dans le contrôle, on est dans l'accompagnement et le soutien, ce qui n'a rien à voir, puisque vous l'avez rappelé, ce ne sont pas des professionnels, mais bien des bénévoles avec lesquels on doit travailler, et ça bouscule tout le champ de nos organisations de travail et de nos représentations des modes de travail. Et j'appelle de mes voeux, en ce qui me concerne, des représentations et des évolutions qui pourraient changer sur le registre des approches plus communautaires, de la paire aidance, et finalement d'une organisation plus horizontale des savoirs dans nos organisations de travail. Je suis d'ailleurs très étonnée que on n'est pas, dans les textes de loi récents et encore dans les propositions de loi qui viennent d'être déposées, suffisamment soutenu ces évolutions-là. Alors, ce n'est pas forcément du registre de la loi, mais je pose quand même une question, je la pose depuis déjà plusieurs années, peut-être que les choses vont bouger là. À quand la construction d'une vraie politique d'aide aux aidants dans le champ de la protection de l'enfance qui, pourquoi pas, s'accompagne d'un certain nombre de droits ouverts, comme c'est le cas dans d'autres politiques publiques, de droit au répit, de droit à quelques jours de congé, quand on accueille chez soi un enfant avec lequel on va vivre pendant des années. Ça me paraît être des questions tout à fait légitimes qui seront peut-être portées dans le Haut Commissariat à l'enfance prochainement. Pour conclure, je dirais qu'en ce qui me concerne, je l'ai dit tout à l'heure, je suis engagée sur ces sujets de protection des enfants depuis de très nombreuses années maintenant, dans un engagement dans les services de l'État, puisque j'ai commencé ma carrière dans les services de l'État, dans les collectivités, mais aussi en association, puisque j'ai dirigé une association. Je dois dire et reconnaître qu'il m'a fallu des années avant de comprendre que le risque qu'il y avait à soutenir ces liens, qui ne sont pas forcément des liens évidents pour les services, qui ne sont pas forcément des liens conformes aux représentations des professionnels dans nos organisations de travail, et bien que le fait de priver un enfant de ces liens était finalement un risque le fait de soutenir ces liens pour les enfants était finalement un risque bien moins important que de l'en priver. Et je dis ça parce que les mécanismes à l'œuvre sont encore extrêmement puissants. Le doute sur ces bénévoles qui s'occupent des enfants encore actifs dans nos représentations, dans nos organisations de travail. Le plus souvent d'ailleurs, parce que les professionnels sont animés d'un souci de protection de ces enfants très vulnérables qui ont déjà connu des ruptures, des abandons, des histoires affectives douloureuses, et donc on a une espèce de tendance à vouloir les mettre un peu sous cloche. Alors on les met sous cloche avec nous pendant quelques années, et finalement les institutions de protection de l'enfance font pas un si mauvais travail pour restaurer les capacités des enfants, leur permettre de retrouver un développement normal. Mais parfois, ces institutions les privent aussi de réseaux sociaux et de liens affectifs durables. Et on sait aujourd'hui, de manière extrêmement documentée, que c'est un risque finalement bien plus important, celui-là,
que de prendre la peine de les suivre, de les soutenir dans des voies, des chemins parfois un peu hasardeux dans leur famille élargie ou auprès de proches. Et je me réjouis qu'on ait fait sauter ce verrou et qu'enfin, aujourd'hui, on puisse, dans nos organisations de travail, travailler avec des parrains-marraines qui sont parfois d'anciens éducateurs de ces enfants, des instituteurs, des animateurs, des membres de la famille élargie, des parents, des copains, des copines de classe. Et ça, il y a encore 10 ans de cela, c'était inimaginable. Voilà. Merci beaucoup, Madame Devresse, pour ce propos introductif sur lequel je me permets de rebondir, puisque vous avez notamment parlé de la situation franco-française spécifique sur ce sujet, avec ce qu'on pourrait appeler un retard, en quelque sorte, sur ces questions par rapport à d'autres pays, ce qui sera justement le sujet de notre deuxième table ronde, d'aller voir dans les exemples ailleurs ce qu'on peut en tirer et comment s'en inspirer aussi. Et j'aimerais maintenant passer la parole à Madame Grunenwald, puisque vous êtes première vice-présidente chargée de fonction de juge des enfants au sein du tribunal pour enfants de Saint-Étienne, mais également présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Et lorsqu'on s'était rencontrés au comité d'entente du défenseur des droits, vous m'aviez fait part du fait que vous, dans vos fonctions de juge des enfants, ça avait toujours été une priorité, justement, de chercher la possibilité de confier l'enfant à un tiers digne de confiance, de demander au département et aux services sociaux de mener une enquête pour connaître l'existence de ces tiers, notamment parce que c'était une façon pour vous de rester en phase avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qui affirme ce droit de l'enfant dont vous parliez, Madame Devresse, de rester en lien avec sa famille. Et donc la question que je souhaitais vous poser, c'est, d'après vous, dans votre place de juge, quels sont les principaux bénéfices que vous avez pu observer à ce type de confiage chez un tiers, et également peut-être votre regard sur les évolutions législatives récentes, et notamment la loi de 2022 qui a réaffirmé ce principe de priorisation de l'accueil chez un tiers digne de confiance. Oui, merci de m'avoir invité. C'est effectivement un sujet auquel je tiens et sur lequel je m'investis depuis longtemps. Tout d'abord parce que vraiment, je crois que cette quasi-absence de travail avec la famille élargie et cette forte institutionnalisation de la protection de l'enfance, c'est vraiment un des premiers chocs que j'ai eu en intégrant la profession de juge des enfants. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, la loi ne prévoit pas du tout ça. Et qu'évidemment, hors du système de protection de l'enfance, la solidarité familiale, la solidarité du groupe, c'est la première solidarité. Un parent meurt, évidemment, on va d'abord voir ça, si la famille peut le prendre en charge. C'est évidemment la première solidarité dans chacune de nos familles, s'il y a un drame, s'il y a une difficulté, si notre belle-sœur, si notre sœur, notre belle-sœur, notre nièce a une difficulté, on va d'abord se retourner les uns les autres dans la famille pour trouver une solution. Pourquoi le système de protection de l'enfance, alors que la loi le prévoit aussi dans le cadre de la protection de l'enfance, depuis les tout premiers textes, j'ai retrouvé l'article 375.3 depuis 1971 dit bien que si un enfant est confié, il doit d'abord être confié à son autre parent et ensuite être confié à la famille élargie. Pourquoi ce système finalement ne le prévoyait pas du tout, et pourquoi les enfants étaient presque systématiquement institutionnalisés. Parce que effectivement, quand j'ai commencé dans la profession, j'ai vraiment fait ce constat que, contrairement à ce que disait la loi, la famille était vraiment bien souvent le dernier lieu auquel on pensait pour ses enfants. D'ailleurs, dans les dossiers, presque pas de traces de la famille élargie, de l'environnement, des liens d'attachement d'un enfant en dehors de ses parents. J'ai commencé à avoir un peu plus tard des pratiques dans certains foyers d'accueil d'urgence de poser des questions à un enfant quand il arrivait. Mais finalement très peu, c'est-à-dire l'enfant il arrive, il est placé, on ne lui dit pas qui est-ce que tu aimerais revoir, qui sont les personnes importantes pour toi, quels sont les liens que tu voudrais conserver. Et puis aussi une suspicion mais quasi systématique sur les familles. Si la mère va mal, si elle n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, forcément, c'est que la grand-mère ne pourra pas s'en occuper non plus, puisque c'est une faute de la famille aussi. Et donc, si la mère est dysfonctionnelle, la famille est dysfonctionnelle. Donc, vraiment, j'ai même entendu des propos sur la grand-mère, qu'il ne fallait surtout pas confier un enfant à sa grand-mère, parce que c'était par essence dangereux et que de toute façon, ça allait réactiver les conflits entre la mère et la grand-mère. Des propos comme ça, absolument très systématisés. Dans les chocs que j'ai eu le choc de ces dizaines, mais des dizaines de courriers de membres de la famille trouvés dans des dossiers et restés sans réponse. Personne ne leur répondait, alors que les familles demandaient à avoir un enfant.
Avant 2011 d'ailleurs, je crois que c'est 2011, je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012, et une décision de la Cour de cassation, quand un membre de la famille d'un enfant placé voulait le voir, on le renvoyait sur le juge aux affaires familiales. Et puis la Cour de cassation a dit quand même, on va donner cette compétence au juge des enfants parce que c'était une procédure extrêmement longue, compliquée, il fallait un avocat obligatoirement, et cela décourageait beaucoup de membres de la famille. Choc aussi de ces enfants placés depuis plusieurs années que je reçois dans mon bureau individuellement et qui commencent, en parlant un peu d'eux, qui me disent « Ah bah, j'aimerais bien voir ma grand-mère que j'ai pas vue depuis des années, ou une tante, ou un cousin ». Et finalement, ça faisait des années que cet enfant aurait bien aimé revoir sa grand-mère et puis finalement personne ne le savait. Choc aussi de ces adultes de la famille élargie que je me suis mise à recevoir dans mon bureau et qui s'étaient vraiment sentis écrasés, humiliés ou délaissés par le système et qui n'avaient pas compris pourquoi on les avait exclus de la vie d'un enfant dont ils s'étaient occupés de manière très régulière. Ce fut un choc et parfois aussi beaucoup d'émotions et parfois je me suis même sentie en colère en me disant mais pourquoi finalement on a fait vivre tout ça à ces familles et à ces enfants alors même que le cadre légal indiquait qu'il fallait privilégier la famille en tout premier lieu. Il a fallu attendre la loi de 2022, il a fallu une loi de 2022 pour imposer, y compris aux juges, de rechercher les ressources dans la famille et d'exiger des services que les ressources soient recherchées dans la famille. Comme il a fallu la loi de 2022 pour réindiquer qu'il fallait ne pas séparer les fratries, alors que tout ça était déjà dans la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est dans la loi qu'on le faisait. Ça, c'est un des grands points dans notre système de protection de l'enfance, c'est que finalement, la loi fait peu loi pour les travailleurs sociaux et pour les juges de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que, quelque part, la culture professionnelle des uns et des autres, les cultures font parfois plus loi que la loi elle-même. Et sur un tout petit aparté sur les fratries, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai aussi connu la séparation absolument systématique des fratries sur le même fondement. Les enfants, la famille est dysfonctionnelle, les enfants vont reproduire leur famille dysfonctionnelle s'ils sont accueillis en même temps, il faut absolument les séparer. Oui, c'est vrai dans certains cas, mais ça n'est pas vrai pour tous les enfants. Et c'est-à-dire que ce qui aurait dû être une exception était devenu la règle. Donc la loi de 2022 est venue réaffirmer tout ça. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que malgré cette réaffirmation de la loi de 2022, tous les juges des enfants de France demandent une évaluation avant de faire un placement non urgent. Je suis même plutôt persuadée du contraire. Pour ma part, je le fais, mais je le faisais déjà avant la loi de 2022. Donc, et ça marche. Et ça marche parce que malgré tout, ça fait évoluer les choses. C'est vrai que de ce fait, dans ma pratique de juge, et appuyée sur le cadre légal, parce que le cadre légal, il était déjà là, je me suis toujours efforcée de réhabiliter la place de la famille. Et c'est pas par simple idéologie pro-famille, parce que c'est ce qu'on peut nous renvoyer aussi. Les juges sont du côté de la famille, les travailleurs sociaux sont du côté de l'enfant, comme si l'enfant et la famille, il y avait forcément une opposition d'intérêts. Mais parce qu'il me paraissait quand même évident qu'il était plus simple pour un enfant, il me paraît toujours évident qu'il est plus simple pour un enfant, même dans une situation d'urgence, peut-être de le laisser chez sa grand-mère qui le garde tous les week-ends, ne serait-ce que le temps de l'OPP avant de faire l'audience, plutôt que d'aller le chercher parfois chez la même grand-mère qui d'ailleurs est en train de le garder ce jour-là, pour l'emmener dans un foyer d'accueil d'urgence où il se passe tout ce qui peut se passer avec d'autres jeunes qui sont en difficulté, et qu'il était peut-être plus simple de le laisser auprès de ce tiers qu'il connaissait bien, quitte à faire l'évaluation, quitte à effectivement ne pas le laisser éternellement si la situation ne se passait pas bien, plutôt que de le mettre dans ces situations et de venir, ou même pour un bébé, d'ailleurs un petit, de l'emmener dans une pouponnière surchargée très tard le soir, plutôt que de le laisser chez la personne à qui il était confié et qui le prenait en charge régulièrement. J'ai très rapidement et très tôt incité les services éducatifs à explorer les ressources familiales, ce qu'ils ne s'autorisaient pas à faire, et notamment pas à faire, notamment quand les parents, ils le faisaient quand même quand les ressources familiales étaient dans l'environnement de l'enfant, quand les parents amenaient les ressources familiales, mais ils ne s'autorisaient pas à explorer les ressources familiales, à interroger les parents sur les ressources familiales, en dehors des personnes qui se manifestaient elles-mêmes. Et donc dans les personnes qui se manifestaient elles-mêmes, notamment la grand-mère, il y en a parfois qui sont envahissantes, mais il peut y avoir d'autres personnes autour qui ont un lien plus adapté et qu'on ne recherchait pas toujours. Et j'ai prononcé de plus en plus de placements dans la famille, et j'ai vu aussi des services de ce fait gagner en compétences dans le repérage des ressources et dans le suivi des familles.
à force finalement de pratiquer du placement dans la famille. Et j'ai toujours accompagné aussi. Depuis le début, moi, j'ai aussi vu qu'il y avait certains placements tiers de confiance qui étaient dans le bureau des juges, comme ça, qu'on ne revoyait d'ailleurs jamais, parce qu'à une époque, on n'était pas obligé de les revoir tous les 2 ans, avec pas de mesure d'accompagnement. Moi, par principe, je disais, s'il y a un juge des enfants, il y a une mesure d'accompagnement, et si vraiment il y a besoin de personnes dans une famille, alors on n'a même pas besoin d'une décision judiciaire, c'est que la famille se débrouille très bien toute seule. Si ça n'est pas le cas, il faut une mesure d'accompagnement, ne serait-ce que pour faire effectivement ce tiers, pour aider le tiers digne de confiance, pour ne pas le laisser seul dans les relations avec le parent, ou alors sinon il n'y a même pas besoin de mesure judiciaire. Si tout le monde s'entend à merveille, finalement, il n'y a pas besoin de mesure judiciaire. Et j'ai vraiment vu les regards de professionnels changer et percevoir les avantages de ces modalités d'accueil pour l'enfant, parce que finalement les enfants les vivaient bien. Parce que oui, dans le placement dans l'environnement de vie, je pense que ça va être dit toute la journée, hein, ça n'est pas tant une désinstitutionnalisation de la protection de l'enfance, mais c'est une désinstitutionnalisation de la vie de l'enfant. C'est aller dormir chez un copain plus facilement, c'est inviter à la maison, c'est voir ses frères et sœurs, ses cousins, avoir des fêtes de famille, c'est effectivement avoir même des disputes et des conflits de famille, mais c'est avoir une famille. Parce que finalement, quand on veut absolument supprimer, aseptiser, protéger l'enfant de cette vie de famille, avec toute la conflictualité qu'il peut y avoir, on le protège aussi finalement de cette énergie familiale. Évidemment, il ne faut pas que les conflits aillent trop loin, on est tous d'accord là-dessus, mais une famille n'est pas forcément toujours sans conflit, aucune d'entre elles peut-être. C'est aussi un des avantages que je vois vraiment, c'est pouvoir dans de nombreux cas, quand la situation le permet, pas toutes, hein, mais dans de nombreux cas, permettre une plus grande fluidité des relations avec le parent. Et notamment, je pense à ces parents ayant des pathologies psychiatriques fortes, mais qui n'étaient pas forcément violents ou dangereux pour la famille ou agressifs, et qui pouvaient rencontrer l'enfant le dimanche à un repas de famille chez la grand-mère ou chez la tante à qui il était confié. Enfin, un parent avec une pathologie psychiatrique qui ne passe pas 1 heure dans un bureau à devoir être en lien avec son enfant, ce qui met à mal tout le monde, le parent, parce que c'est très compliqué pour lui d'être 1 heure comme ça en lien avec son enfant dans une salle. L'enfant aussi, parce que c'est compliqué d'être en lien 1 heure en face à face avec un parent qui a une pathologie psychiatrique, et que c'est quand même beaucoup plus facile lorsque finalement le parent vient, déjeune à table avec les adultes, l'enfant il joue avec ses cousins, il voit son parent, mais sans être dans cette espèce de relation qui n'est pas une relation évidente ni pour l'enfant ni pour le parent. Et puis, moi, ce que j'ai pu constater avec ces enfants qui étaient placés dans des familles, dans leur famille élargie ou dans l'environnement élargi, c'est que c'est être un enfant, pas tout à fait comme les autres quand même, mais quand même presque comme les autres dans sa vie quotidienne. Un de mes tournants pour moi, ça a été ma rencontre avec les conférences des familles en 2010 au Congrès international de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, et ça a vraiment été une révélation, cette pratique des conférences des familles, mettre la famille, réunir le groupe familial, aller chercher les personnes ressources, faire un véritable travail d'investigation de qui sont les personnes ressources, et puis donner la possibilité à la famille de proposer ses propres solutions qui ne sont pas les nôtres, donc, et qui répondent aussi à la culture de la famille, parce que aussi on place les enfants parfois dans des situations très complexes, de les désacculturer de leur propre famille, de les placer dans des familles qui en ont une autre, parfois de les redéplacer dans une autre famille qui en a une autre, et ça c'est très compliqué à gérer pour les enfants. Ça m'est apparu comme un process bien plus bienveillant et adapté pour l'enfant et pour tout son environnement, et puis qui place aussi l'enfant au centre, effectivement. Avant d'avoir la chance, parce que j'ai la chance de travailler avec des services qui se sont formés aux conférences de groupe familial, j'avais déjà innové dans mes pratiques, par exemple en convoquant tous les membres de la famille qui s'étaient manifestés à l'audience. Et donc j'ai commencé à avoir, non pas faire des conférences des familles, parce que c'est pas du tout le même principe, mais en tout cas avoir une vraie discussion avec le groupe familial à mon audience, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, avec chacun qui faisait sa proposition. La tante écrivait, la grand-mère, j'ai repéré, j'invitais la tante, la grand-mère, les 2 sœurs, enfin, bon, voilà, tout le monde était dans mon bureau, j'ai commencé à avoir un bureau qui craquait un peu, mais avec des solutions hyper intéressantes qui se dégageaient, où tout le monde se mettait autour de la table pour me proposer des choses.
Je me pense récemment d'ailleurs à une mère qui a une pathologie et effectivement sa propre mère dit bon ok, moi je la prends à la maison, comme ça elle est écartée des enfants et des choses comme ça qui sont proposées en faisant intervenir tout le groupe familial. Et puis une pratique aussi que j'avais pu mettre en place sur un précédent territoire avec un service d'investigation sur des OPP naissance, des bébés qui étaient placés à la naissance, c'était dès que je recevais l'OPP du parquet, d'ordonner la mesure d'investigation, donc avant même de recevoir la famille au bout de 15 jours. Et le service d'investigation allait voir tous les membres de la famille pour essayer de voir s'il y avait une solution pour l'accueil de cet enfant et me proposer une solution pour le jour de mon audience, c'est-à-dire 15 jours après. J'ai confié un certain nombre d'enfants dès la naissance ou dès l'OPP d'un très jeune bébé à des membres de la famille, sans attendre une investigation de 6 mois, que l'enfant passe dans une pouponnière, et en pouvant d'ailleurs, en continuant la mesure d'investigation, puisque j'avais mon pré-rapport à 15 jours, et le service finissait son intervention, ensuite accompagnait cette investigation, mais avec une première ordonnance de placement provisoire qui était au sein de la famille, avec vraiment des résultats super. Je pense à une maman à pathologie psychiatrique très très importante. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a accouché du premier dans ses toilettes. Il y a eu un deuxième enfant derrière. Le premier enfant confié à la grand-mère paternelle. Le deuxième enfant, finalement, la grand-mère paternelle ne pouvait pas en prendre 2 parce qu'elle était quand même trop âgée. Confié à une cousine maternelle. Et tout s'était organisé pour la vie de ces enfants. Avec des parents, les deux avaient des pathologies lourdes, des parents qui pouvaient aller les voir dans la famille qui s'organisait alors qu'on était sur la famille paternelle et la famille maternelle pour les liens entre les enfants. Et tout ça s'était mis en place finalement juste au moment de la naissance des enfants et sans passer par des mois et des mois d'institutionnalisation et de vie d'un bébé dans une pouponnière, parce que ça aussi c'est quand même une des spécificités françaises, hein, d'accueillir quand même essentiellement les bébés dans des pouponnières, ce qui quand même sur le développement de l'enfant pose quand même un certain nombre de difficultés. D'autres pays ne le font pas. Donc oui, des bienfaits, vraiment, on dit toujours oui mais le placement, tiens, digne de confiance si ça se passe mal. C'est terrible pour l'enfant. Alors d'abord, pas toujours, parce que parfois il y a un échec du placement tiers de confiance, mais finalement il y a un autre membre de la famille qui peut prendre le relais. Donc on peut avoir aussi, et beaucoup plus en douceur que quand il y a un échec dans une famille d'accueil. Et puis effectivement, des échecs de placement en famille d'accueil, quand on voit aujourd'hui le nombre de placements moyens pour les enfants de la protection de l'enfance, est-ce que le placement tiers digne de confiance génère beaucoup plus de ruptures que les placements à l'aide sociale à l'enfance? Franchement, on n'a pas vraiment les chiffres, je crois, puisqu'on a peu d'études sur le placement tiers digne de confiance lui-même. Ça commence. Voilà, ça commence tout juste, mais en tout cas, moi, j'en suis pas du tout certaine, et de l'expérience que j'ai dans mon propre cabinet, non, j'ai pas plus de ruptures Je pense que c'est non. Oui. Même s'il n'y a pas grand-chose, oui. Il y a pas... C'est non. Alors que Coralie Aranda, peut-être ça interviendra là-dessus. Voilà, en tout cas, il n'y a pas plus de rupture. Voilà. Sur les conditions pour un placement tiers de confiance, vous m'aviez posé cette question, je viens rapidement et puis après je m'arrête. Alors déjà, il y a des conflits dans la famille. C'est pas parce qu'il y a des conflits dans la famille qu'il ne peut pas y avoir un placement tiers digne de confiance. Tout dépend du positionnement du tiers par rapport au conflit. Est-ce qu'on est clair sur le fait qu'il y a un conflit et est-ce qu'on est clair sur le fait qu'il faut essayer d'en préserver l'enfant? Ça, c'est un des premiers points. Mais le conflit, ça peut se travailler aussi. Et d'ailleurs, c'est quand on travaille le conflit qu'on peut éventuellement arriver à l'apaiser ou à le résoudre. Donc le conflit familial n'est pas forcément, pour moi, un motif de refuser un placement tiers digne de confiance. En revanche, à un moment, ça peut effectivement être... si le conflit devient extrêmement envahissant pour l'enfant, ça peut... Je dirais que c'est un peu comme pour 2 parents séparés qui sont en conflit. Beaucoup de parents séparés sont en conflit. On ne considère pas qu'il faut systématiquement les excentrer et les sortir de leur famille. Il faut essayer de travailler pour que le conflit s'apaise. Mais dans un certain nombre de cas, dans quelques cas, pour l'enfant, il faut vraiment le mettre à distance, mais pas dans toutes les situations. Le désaccord des parents, c'est pas non plus un point sur lequel qui va être pour moi rédhibitoire à un accueil tiers digne de confiance. D'abord parce que le désaccord des parents, il peut ne pas être durable. Parfois, il y a un désaccord des parents au départ, et puis finalement, le parent lui-même, parce que c'est l'autre famille qui a été choisie. Moi, je veux bien, mais si c'est dans ma famille, mais je veux pas si c'est dans l'autre famille.
Et puis finalement, il y a des parents aussi qui s'aperçoivent avec le temps que finalement c'est bien pour l'enfant. Donc le désaccord des parents n'est pas pour moi absolument rédhibitoire pour un accueil dans la famille. En revanche, qu'est-ce qui est important ? D'abord, c'est que le tiers est une réelle préoccupation pour l'enfant. C'est qu'il ne le fasse pas aussi pour de mauvaises raisons, mais qu'il y a une réelle préoccupation pour cet enfant et une volonté de l'aider, de le prendre en charge. Et ça c'est important. Qu'il ait des compétences éducatives, mais pas des compétences de professionnel. Qu'il ait des compétences, qu'il soit comme on le demande à une famille lambda, pas qu'il ait des compétences absolument... ça n'est pas un professionnel, encore une fois. Qu'il y ait un attachement réciproque avec l'enfant lorsque effectivement l'enfant est notamment plus grand, mais je dirais pas ou une volonté de s'impliquer et de s'investir affectivement et durablement auprès de lui, puisque comme je vous l'ai dit, moi j'ai confié des enfants nouveau-nés et j'ai aussi confié une petite fille à sa tante paternelle, alors qu'elle avait déjà 2 ans, et qu'elle ne la connaissait pas du tout parce que c'est une tante paternelle qui avait appris sa naissance et son placement plusieurs mois après. Et donc j'ai confié cette petite fille à sa tante paternelle, qui d'ailleurs maintenant est en délégation d'autorité parentale et voilà, est devenue la petite sœur de ses cousines et vraiment, je pense qu'elle va aller très bien quelques temps après le placement, mais je ne le sais plus puisqu'il n'y a plus de juge des enfants pour cette petite. Il faut évidemment chez le tiers une capacité à respecter le cadre fixé, et certaines conditions non négociables. D'ailleurs, dans les conférences de famille, on parle du non négociable. Et notamment dans les conditions non négociables, c'est aussi les droits qui seront fixés, quand la mesure est judiciaire, les droits qui seront fixés pour les parents. Mais là encore, le fait qu'un tiers digne de confiance puisse avoir une vision négative sur certains actes du parent ou sur ses capacités ne rend pas nécessairement le projet inadapté. Je prendrai juste un dernier petit exemple là-dessus, d'une grand-mère paternelle. La maman avait une pathologie psychiatrique lourde, l'enfant a été placé à la naissance. La grand-mère paternelle a eu le malheur de dire qu'elle était quand même vraiment désolée, parce que c'est quand même vraiment très dommage que cette maman puisse pas s'occuper de cet enfant. Et donc on lui reprochait de peut-être pas soutenir la place de la mère. Alors qu'elle ne faisait que dire la même chose que ce que pensaient tous les travailleurs sociaux, qui était que de toute façon, il ne fallait pas que cette mère soit plus de très peu de temps en contact avec son enfant, avec 2 ou 3 professionnels derrière. Donc, oui, la grand-mère paternelle, elle constatait avec et moi que ce bébé ne pouvait pas être élevé par sa maman et que sa maman n'en avait pas les capacités. Ça n'était effectivement une vision négative des capacités de cette maman qui était partagée par l'institution. Elle n'était pas contre cette maman par principe. Donc, voilà, j'ai aussi confié cet enfant à sa grand-mère paternelle et ça s'est très bien passé. Et un dernier point en conclusion, c'est que quand même des éléments très, très importants pour que ça fonctionne, c'est d'abord l'accompagnement. L'accompagnement, un vrai accompagnement, un accompagnement digne de celui qu'on aimerait voir d'ailleurs pour les familles d'accueil, parce qu'aujourd'hui, parfois même pour les familles d'accueil, on n'a pas toujours l'accompagnement qu'on souhaiterait, mais celui des tiers dignes de confiance est bien souvent largement inférieur à celui qu'on donne aux familles d'accueil. Donc ces services d'accompagnement, il me semble essentiel à développer partout. Un autre point, c'est le relais. Alors l'accompagnement pluridisciplinaire aussi, c'est-à-dire qu'il faut accompagner non seulement effectivement le tiers dans les relations avec l'autre parent, il faut accompagner le tiers s'il a des besoins sur l'éducatif, ce qui n'est pas le cas pour tous. Il faut accompagner le tiers dans tout ce qui est administratif, dans ses droits. Ça, c'est effectivement un point extrêmement important. Deuxième point, du relais, du répit. Vous l'avez dit aussi, mais je crois que c'est essentiel. Honnêtement, moi, je n'ai pas un enfant aujourd'hui qui est accueilli dans une famille d'accueil qui n'a pas soit une famille d'accueil relais, soit des droits de visite et d'hébergement dans sa famille. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une famille d'accueil, qui est en plus rémunérée pour le faire, elle a toujours, finalement, dès qu'elle est en difficulté avec un enfant, ou dès que c'est... Enfin, même dans presque tous les cas, il y a une famille relais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore organisé la question du relais pour les familles les tiers dignes de confiance? D'ailleurs, pourquoi ne pourrait-il pas bénéficier des mêmes relais? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir d'ailleurs des familles relais de l'aide sociale à l'enfance qui puissent intervenir éventuellement, ou alors d'autres types de relais? Mais en tout cas, il faut des systèmes de relais et de répit, parce qu'on sait bien aussi que quand on ne peut pas souffler, ça peut être là aussi qu'on craque, avec des enfants qui ont quand même aussi vécu des choses difficiles, et donc il ne faut quand même pas l'oublier, y compris pour les tiers. Il faut autant d'étayage pour cet enfant lorsqu'il est confié à un tiers que lorsqu'il est confié en famille d'accueil. Il faut pouvoir lui ouvrir les mêmes droits à la santé, les mêmes droits à un suivi psychologique, les mêmes aides financières pour les ouvertures sur l'extérieur. Il faudrait
Et enfin, et ça, je me retourne vers vous, Madame El Haïry, il faut vraiment un cadre beaucoup plus clair. Il faut un statut du tiers digne de confiance, et ça, je crois que c'est à un niveau national. Pour les démarches administratives, les actes usuels, la sécurité sociale, la CAF, il n'y a pas un département où les choses se passent de la même manière. Il n'y a pas... Personne n'arrive à vraiment savoir quel est le statut, ce qu'il faudrait faire sur toutes ces démarches. C'est extrêmement compliqué. Et il me semble que si on veut avancer, il faut porter la possibilité d'avoir un véritable statut national, que les tiers dignes de confiance, d'un bout à l'autre du territoire français, perçoivent une indemnité qui ne puisse pas varier comme elle varie aujourd'hui de manière très très importante, et que les mêmes droits leur soient ouverts, et que ce soit clair et lisible pour tout le monde. La CMU, la CAF, il faut que tout ça soit vraiment clarifié pour qu'on puisse arriver à soutenir les tiers dignes de confiance dignement. C'est vraiment un point fondamental pour pouvoir arriver à les faire rentrer dans le système. On sait que dans d'autres pays, effectivement, ils sont inclus complètement dans le système et avec parfois les mêmes droits et les mêmes services que les familles d'accueil classiques. Et juste, tout dernier point, attention à la surévaluation préalable lorsque le tiers fait partie du quotidien de l'enfant. Franchement, est-ce qu'il faut systématiquement, moi je ne le fais pas, imposer 6 mois d'évaluation avant, en plaçant l'enfant en sécurité, en prenant voilà, moi je suis d'accord sur cette évaluation des risques. Non, il ne faut pas forcément... On peut placer en urgence chez un tiers digne de confiance qui fait partie du quotidien de l'enfant, après les vérifications sur la probité, je suis bien d'accord, et ordonner sa mesure d'investigation en parallèle, ou sa mesure de suivi, plutôt que d'imposer à un enfant, à sa famille, à tout le monde, une séparation de 6 mois, le temps de faire une mesure d'investigation. Dans le cadre des conférences des familles, ils ont aussi... se développent les conférences immédiates des familles, qui correspondait un petit peu finalement au système que j'avais mis en place. Pardon ? C'était une idée qu'on a eue avec Mohamed. C'est ça. Ben ça commence à se faire dans certains endroits. Effectivement, ce qui correspond un peu à ce que je faisais avec mon service de MJ, c'est-à-dire très rapidement, on fait une évaluation succincte, rapide, qui nous permet de voir si on peut sécuriser l'enfant dans l'immédiat chez cette personne, ce qui n'empêche pas de continuer les évaluations et le suivi et de pouvoir modifier les choses, mais ça fait quand même beaucoup moins de rupture pour un enfant. Merci beaucoup, Madame Grunenwald, pour tous ces exemples très concrets et qui éclairent nos problématiques d'aujourd'hui. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'évidemment, à la suite de l'intervention de Madame Boite, il y aura un temps d'échange avec des questions-réponses. J'imagine que vous en avez beaucoup, donc n'hésitez pas à vous manifester ensuite. Madame Boite, je me tourne maintenant vers vous en faisant peut-être le lien aussi avec ce que disait Madame Grunenwald sur la question de l'accompagnement et le besoin justement d'accompagner ces professionnels, ce qui est une des missions du département aujourd'hui, qui est lui-même obligé de réinventer aussi ses pratiques avec ce public qui n'est pas destiné à devenir professionnel, mais qui suppose quand même un accompagnement dans sa mission et son mandat. Donc vous êtes directrice de projet accueil de type familial au sein du département des Yvelines, et justement ce département qui aujourd'hui, depuis maintenant 2022 et même de plus en plus, se montre très proactif sur la question du développement de l'accompagnement des tiers dignes de confiance et de l'accueil durable et bénévole. Et donc, comment ça se passe, cette désinstitutionnalisation au sein du département? Comment ça se passe, ce développement de ces nouveaux services? Et quels sont les outils spécifiques que vous avez pu mettre en place, à la fois pour la recherche, l'évaluation et l'accompagnement de ces tiers dignes de confiance? Merci. Effectivement, une des priorités de la stratégie de l'enfance au département des Yvelines, c'est vraiment de construire des solutions individualisées de type familial. Ça passe par un renforcement de l'accueil familial, par le déploiement de structures de type SOS Village d'enfants, et bien sûr par le recours à des tiers dignes de confiance ou accueil durable et bénévole. Notre volonté, c'est vraiment de faire évoluer l'offre pour avoir une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour mieux répondre aux besoins de ces enfants-là, pour vraiment, et on l'a déjà mentionné plusieurs fois, le remettre au centre de nos réflexions pour répondre à ces besoins fondamentaux. Et puis, bien sûr, pour pouvoir avoir des nouvelles possibilités adaptées au parcours de chacun des enfants. On le fait aussi, bien sûr, pour répondre aux obligations de la loi, on en a parlé, qui inscrivent cette priorité pour l'aide sociale à l'enfance, la loi 2022, le décret 2023, qui précise l'importance du recours au tiers.
Et puis bien sûr, on le fait aussi pour répondre aux besoins de la protection de l'enfance qui sont en constante augmentation dans le 78 comme dans tous les départements. Dans les Yvelines, on a une offre d'accueil qui est majoritairement collective et on souhaite déployer des nouvelles modalités d'accueil qu'on appelle de type familial pour permettre aux enfants d'avoir une expérience positive dans un environnement familial qui apporte des ressources vraiment complémentaires et importantes pour un enfant. L'objectif, ce n'est pas de remplacer des offres d'accueil existantes. L'objectif, c'est de créer une offre complémentaire qui peut être adaptée pour certains enfants. On a mis l'accent sur les tiers dignes de confiance. Ils étaient déjà existants dans le département. Aujourd'hui, on en a 210, c'est à peu près 7% des enfants placés. Et depuis 2024, on a aussi mis en place l'accueil durable et bénévole qui concerne aujourd'hui 21 enfants âgés de 0 à 17 ans et on a 35 accueillants. L'accueil durable et bénévole, on en a un petit peu parlé, mais juste pour reposer exactement ce que c'est, on va dire, le pendant administratif du tiers digne de confiance. Il fait vraiment partie de la protection de l'enfance depuis les lois de 2016 et de 2022, et sa mise en œuvre a été vraiment précisée dans un décret de 2023. On a parlé d'outils de désinstitutionnalisation, ce sont des outils de désinstitutionnalisation, mais aussi ici de déjudiciarisation. Le tiers bénévole peut être issu de l'environnement de l'enfant, de son réseau affectif, déjà connu de l'enfant. Mais dans les Yvelines, on a décidé d'aller un peu plus loin et l'accueillant peut aussi lui être inconnu. Et donc rechercher dans la société civile pour vraiment répondre au mieux aux besoins de l'enfant et lui apporter une relation de confiance sécurisante et bien sûr durable. Aujourd'hui, on a 35 accueillants bénévoles validés et on a 2/3 de ces accueillants qui se sont portés volontaires en dehors de tout projet pour un enfant spécifique. L'accueil s'exerce bien sûr au domicile du tiers, il peut être permanent ou non en fonction des besoins de l'enfant. L'accueillant partage son quotidien, sa vie de famille et l'objectif c'est vraiment qu'il crée un lien d'attachement et de confiance avec l'enfant pour vraiment devenir une personne ressource pour cet enfant. L'objectif, c'est que l'enfant puisse grandir dans des conditions favorables et vraiment, on garde toujours en tête l'intérêt supérieur de l'enfant. On l'a déjà, mes collègues l'ont mentionné déjà plusieurs fois. Alors concrètement, comment on s'y est pris dans les Yvelines? Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une nouvelle organisation avec la création d'une équipe projet, incluant une chargée de mission dédiée à l'évaluation des tiers, avec pour objectif de cette équipe de développer vraiment les deux dispositifs et d'impulser les changements. On a aussi créé des postes de référents famille qui sont en charge de l'évaluation entre l'OPP et l'audience et qui du coup ont aussi la recherche et l'évaluation du tiers ainsi que l'accompagnement. On a travaillé sur 3 niveaux, vous les avez cités et je vais revenir sur chacun d'eux, la recherche, l'évaluation et l'accompagnement. En termes de recherche, on a d'abord créé de la documentation pour soutenir les discours des professionnels, pour que les accueillants puissent avoir un support qui explique qu'est-ce que c'est qu'un tiers digne de confiance, qu'est-ce que c'est qu'un accueillant durable et bénévole, qui puisse répondre à toutes les questions, qu'est-ce que ça implique sur ma vie privée, quels sont mes engagements, à quoi j'ai droit, quels sont mes devoirs, voilà, tout ça dans des documents, parce qu'au moment où le professionnel explique ce que c'est qu'un tiers digne de confiance ou un accueil durable et bénévole, il repart et souvent l'accueillant se retrouve avec toutes ces questions, pas forcément de support, donc ça a été le premier outil qu'on a développé. Ensuite, on a travaillé les process et nos points d'intervention. On intervient en CSEC au moment de l'étude des dossiers des enfants pour à chaque fois re-questionner cette question des tiers. À chaque étape, à chaque réorientation, à chaque questionnement autour de l'enfant, qu'on se repose la question sur les tiers. On a aussi créé des liens avec la tutrice pour réfléchir aux meilleures solutions pour les enfants pupilles. On travaille bien sûr avec notre service accueil et orientation pour à chaque fois, dans l'étude des situations, reparler des tiers. Je vous ai parlé de la partie recrutement aussi de bénévoles dans la société civile. Pour cette partie-là, on a fait des campagnes de communication auprès des mairies, sur les sites internet et auprès d'appels aux collaborateurs. On n'est pas encore allé sur les conférences familiales, mais c'est bien mon envie.
Quel que soit le tiers, qu'il soit tiers digne de confiance ou accueillant durable et bénévole, bien sûr, on l'évalue. Et on a travaillé pour construire vraiment un guide d'entretien particulier pour ces accueillants, parce que ce n'est pas du tout la même évaluation que pour une famille qui a des difficultés. On a vraiment pour objectif, non pas de chercher les défaillances, mais de chercher les compétences et les points d'appui de ces tiers. D'identifier le potentiel. Ils ne sont pas parfaits, et personne n'est parfait. Vraiment, l'objectif, c'est s'assurer du bien fondé de la démarche, de la disponibilité de l'accueillant, qu'il a bien compris ce à quoi il s'engageait, et d'identifier aussi ses limites, mais pour pouvoir mettre en face le bon accompagnement et l'ajuster en fonction de leurs besoins. On en a parlé, bien sûr, on vérifie leurs antécédents. Et un point important, je trouve qu'on n'a pas abordé, c'est qu'on parle toujours d'un tiers comme si c'était une seule personne. Mais en fait, c'est une famille, c'est un projet de famille souvent. Donc on rencontre tous les membres de la famille du tiers pour s'assurer qu'ils comprennent bien, parce qu'eux aussi, ça va bousculer leur vie, eux aussi, ça va changer leur vie. Et on s'assure qu'ils ont compris et qu'ils sont d'accord avec cette envie d'accueillir cet enfant. Bien sûr, on va aussi vérifier les conditions matérielles, mais pas autant que, par exemple, pour un assistant familial. L'autre point qu'on travaille, bien sûr, on en a parlé, c'est tout ce qui est avec les familles des enfants, pour leur expliquer le bienfait de cet accueil familial dans l'entourage ou extérieur. Et en ADB, on le fait qu'avec l'accord de l'autorité parentale. On les a trouvés, on les a évalués, mais en fait, si on veut que ça fonctionne, on l'a déjà dit, il faut les accompagner. Et on a vraiment été très attentifs à cet accompagnement pour les accueillants durables et bénévoles et les tiers dignes de confiance. Ce ne sont pas des professionnels, ils ne sont pas familiers, voire ils connaissent rien du tout à la protection de l'enfance. Et donc vraiment, on leur explique au fur et à mesure tout ce qui, pour les professionnels aujourd'hui, paraît très simple, mais eux, actes usuels, non usuels, ils ne savent pas forcément ce que c'est, comment ça marche les visites, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit, la partie administrative, le lien qui est travaillé avec les parents à côté, le rôle de l'ASE. Il y a vraiment une pédagogie à faire pour leur expliquer ce monde-là qui leur est complètement inconnu. Pourquoi c'est important de le faire ? Parce qu'en fait, on met vraiment en place une véritable collaboration avec l'accueillant pour le bien de l'enfant. Ce n'est pas juste un lieu d'hébergement. Et ça demande du coup un changement de regard et un changement de posture. Les référents de famille qui sont dédiés pour ça, ils sont dédiés aux accueillants et à leur suivi, et ils créent vraiment un véritable lien de confiance pour les accompagner au quotidien. Les accueillants peuvent aussi joindre l'astreinte à tout moment en cas de problème. Sur l'accompagnement, il y a aussi la notion financière, vous en avez parlé. Dans le département des Yvelines, début 2024, on a voté une augmentation de l'indemnisation des tiers accueillants pour que l'objectif, c'est que ce ne soit pas un frein, juste cette partie financière. Et aujourd'hui, on parle de 18 à 25 € par jour qui sont versés à tous les accueillants. Il n'y a plus de notion de ressources ou pas. Tous les accueillants ont cette prime. Et on est allé jusqu'à mettre en place aussi une prime d'installation de 1 000 € pour les tiers dignes de confiance et les accueillants durables et bénévoles. Vous connaissez le contexte budgétaire actuel des départements. C'était vraiment un signe fort que de faire cette évolution-là. Que ce soit des tiers dignes de confiance ou des accueillants durables et bénévoles, ce sont forcément des solutions sur mesure, qu'on étudie vraiment au cas par cas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qu'on a pu voir, c'est que cet accueil a permis, dans le bilan, vraiment de mieux répondre aux besoins des enfants, de leur apporter une stabilité et une sécurité qui est beaucoup plus forte. Je vais vous donner quelques exemples pour être plus concrète. On a un jeune garçon de 13 ans qui a été accueilli de nombreuses années en foyer, et puis au moment de sa réorientation, un ancien professionnel a souhaité accueillir cet enfant en accueil durable et bénévole. Cet enfant a été traité pour des troubles de l'humeur, et il se trouve qu'après quelques mois d'accueil, son traitement a été divisé par 2. Et il a pu dire quelque chose que vous avez déjà dit, mais l'enfant a pu dire qu'il ne se sent plus qu'un enfant de l'ASE. Il est devenu vraiment autre chose avec ce lien qu'il a créé avec cette personne-là, sa vie normale, dans une famille normale. Ça a changé vraiment quelque chose pour lui.
On a une assistante familiale qui partait à la retraite et qui a pu accueillir en accueil durable et bénévole un enfant pupille pour qui le projet d'adoption n'était pas le bon et qui a pu continuer à habiter chez elle. Un petit garçon de 5 ans qui était au foyer à la maison de l'enfance des Yvelines avec quelques retards de motricité et de langage, refusé de tous les placements familiales. On a trouvé une famille qui a pu l'accueillir en relais un week-end sur 2 et une partie des vacances scolaires. Et on a vu que ce petit garçon a fait d'énormes progrès. Il a appris à jouer tout seul, il est propre, son langage s'est développé, il est beaucoup plus apaisé. Et c'est venu compléter ce que les professionnels pouvaient lui apporter dans la structure. On a un petit garçon de 6 ans qui était à domicile chez sa maman, accueilli en relais par un accueillant. Finalement, il a été décidé que cet enfant soit placé et cette accueillante a choisi de l'accueillir à temps complet. Donc, il n'a pas été en foyer. On voit qu'à chaque fois, c'est des jolies histoires et c'est des belles histoires pour les enfants. On n'aurait pas forcément parié dessus dès le départ, ou en tout cas, c'est une des difficultés qu'on a rencontrées lors de la mise en place de tout ça, c'est de lutter contre les préjugés. Vous en avez parlé, mais de penser qu'un particulier n'est pas compétent, voire dangereux, parce qu'il veut faire quelque chose, donc il est dangereux, que l'enfant est mieux en pouponnière que dans une famille bénévole. Et pour déconstruire les préjugés des professionnels de terrain, on a décidé vraiment de montrer par l'exemple et de montrer, voilà, vraiment de mettre en pratique, d'échanger sur toutes ces accueils qui se passent. Alors, ce n'est pas sans risque, certes, mais comme aucun lieu de placement et aucune autre solution, on accompagne vraiment l'évolution des pratiques des professionnels aussi pour leur dire que ce n'est pas une menace. Ça ne vient pas mettre en danger leur rôle. Au contraire, pour eux, c'est vraiment un nouveau champ des possibles qui s'ouvre parce que ces tiers, ces accueillants ont besoin de leurs compétences d'accompagnement qui sont vraiment nécessaires et primordiales. On l'a déjà souligné plusieurs fois. On a vraiment fait de la pédagogie aussi au niveau des professionnels. On a organisé beaucoup de webinaires, on est allé dans beaucoup de concertations, on a fait des notes de service, on a communiqué. Vraiment, ça a été il y a une méconnaissance aussi parfois du dispositif, donc expliquer tout ça, c'est vraiment à force de répétition. On a vu vraiment au fur et à mesure, au fil de l'année, les questionnements ont évolué. Au départ, il y avait beaucoup de réticences et au fur et à mesure, voilà, on voit que ça fait son chemin. On a aussi fait un travail avec les juges, vous en parlez, mais pour leur expliquer toutes les évolutions qu'on comptait mener, tout ce qu'on faisait pour qu'eux aussi puissent faire évoluer leurs pratiques. Par exemple, peut-être en mettant moins de mesures d'AEMO pour des tiers dignes de confiance, maintenant qu'on a un accompagnement pour ces tiers dignes de confiance. 2024, dans les Yvelines, ça a été vraiment une année de déploiement sur ces 2 dispositifs. 2025, on a vraiment envie d'aller plus loin. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le recours à un tiers, qu'il soit encore accueillant, durable et bénévole ou tiers digne de confiance, que ce soit toujours la première solution, sauf à démontrer que ça ne répond plus aux besoins de l'enfant. Merci beaucoup, Madame Bott. Alors maintenant, s'il y a des questions dans la salle, je vous propose de vous manifester pour qu'on vous amène un micro. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'essayer d'être synthétique dans ces questions pour qu'on puisse en poser plusieurs. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Ah, là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis Michel Defrance, administrateur de plusieurs associations d'action sociale, dont Droits d'enfance. La petite musique de fond de vos 3 interventions m'interroge sur la critique sous-jacente du travail des professionnels. Je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça, puisque j'ai été moi-même éducateur spécialisé et directeur d'établissement. J'ai été moi-même tiers digne de confiance. J'ai accueilli chez moi des enfants le week-end avec mes enfants parce qu'ils étaient sans solution. Et j'ai accueilli chez moi, j'ai été nommé tuteur, d'un jeune homme réfugié du sud-est asiatique. Donc je suis complètement d'accord
sur le plan éthique, sur le plan professionnel, clinique, sur tout ce que vous avez dit. Mais quand même, comment poser cette question du manque des professionnels à faire du lien, à être dans la durabilité, etc., quand on connaît, et y compris Madame Ahéry le reconnaît elle-même, les difficultés dans lesquelles sont nos associations. Vous voyez ? Donc, bon, je ne veux pas en faire un débat politique, si vous voulez, mais simplement, je demande un peu de considération, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais de la prudence quand vous vous adressez aux professionnels, parce qu'il faut bien voir ce à quoi ils sont confrontés. Voilà, je vous remercie. Alors, j'en ai pas davantage parlé, mais vous aurez noté qu'au tout début de mon intervention, j'ai évoqué la question de l'accompagnement des professionnels en soutien de ces transformations de représentation et finalement de paradigme d'une certaine manière. Et je voulais de toute façon rebondir sur un thème qui a été commenté autour de la désinstitutionnalisation, puisque c'est un terme qui est au cœur des journées et je me rends compte tous les jours à quel point il peut être interprété de façon très différente, ce terme de la désinstitutionnalisation. Moi-même, formée à Vaucresson, au temps des écoles d'éducateurs et de magistrats, j'avais appris qu'on ne pouvait pas exercer ces missions difficiles de la protection de l'enfance sans un appui sur une fonction instituante forte. Et pour moi, c'était ça, l'institutionnalisation. Or, au sens de l'Europe, et Alice Grunenwald l'a dit très précisément, il ne s'agit pas de désinstitutionnaliser au sens où on désengagerait les institutions de la question de la protection des enfants, mais il s'agit de désinstitutionnaliser la vie quotidienne de ces enfants. C'est une bascule qui est absolument fondamentale. Au Conseil national de la protection de l'enfant, je m'en suis moi-même rendu compte puisqu'on a été saisi de tous les projets de texte, de sécurisation, de l'accueil bénévole, notamment de parrainage, mais pas seulement. Et j'ai vu que ces résistances étaient encore très à l'œuvre, y compris d'ailleurs pour de très bons motifs dans un certain nombre de cas. Et on a eu cet échange autour, et là les expériences étrangères sont très intéressantes parce qu'on voit que finalement, quand on bouge le curseur et qu'on travaille avec des non-professionnels, ça renforce le champ identitaire des professionnels et des plateaux techniques de nos institutions. On voit à quel point on a besoin des compétences des professionnels très centrées sur l'enfant pour soutenir ses besoins, parce qu'il faut se mettre d'accord sur un point. Un enfant qui va bien a bien plus de chances de profiter des ressources qu'on lui propose dans le monde institutionnalisé, mais aussi chez les tiers bénévoles. Et donc, on a un gros enjeu à se recentrer sur l'enfant, bien plus d'ailleurs que de contrôler les personnes bénévoles qui s'engagent pour lui. C'est vraiment de voir comment va l'enfant, soutenir la réponse à ses besoins, etc. Autrement dit, on a un levier extrêmement puissant de renforcement des identités professionnelles en protection de l'enfance dans le travail très fin des plateaux techniques. C'est le cas en Belgique, par exemple. En Belgique, il n'y a pas d'accueil familial salarié. Et il y a des professionnels très puissants, très formés, très engagés dans la recherche qui travaillent au bénéfice des enfants. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension autour du terme de désinstitutionnalisation. Probablement, dans le contexte dans lequel on est, ce risque existe et le caractère très défensif, parfois de certains professionnels, est là, parce que, de manière très maladroite, très inadaptée, voire complètement inacceptable, il arrive que des glissements se posent en ce moment et qu'on fasse la promotion de l'accueil bénévole pour de très mauvaises raisons. Et vous noterez que ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Je me suis même posé la question de savoir si je l'évoquais. Et finalement, j'ai refusé de le faire parce que ça nécessite une explication. Mais puisque vous posez la question, je pense qu'il faut se dire que si les choses bougent aujourd'hui, que ces formes d'accompagnement très favorables aux enfants, si ce frémissement existe, qu'elles augmentent, ce sont pour de bonnes et de mauvaises raisons.
Je pense qu'il ne faut pas, parce qu'il existe de mauvaises raisons, sacrifier les bonnes. Les mauvaises raisons, c'est parce que les dispositifs sont saturés qu'on va chercher d'autres choses. Et les mauvaises, c'est aussi parce que ça coûte moins cher, on va en faire la promotion. Et c'est ce qui fait que c'est parfois un peu moins audible de dire on va mettre un peu de moyens pour des tiers bénévoles, puisque de toute manière, tout le monde sait que ça coûte bien moins cher qu'une réponse institutionnalisée classique. Tous les départements, et ça a été aussi le cas pour l'adoption, c'est scandaleux, mais ça a été le cas dans certains territoires où on a recommandé l'adoption des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance comme une mesure de bonne gestion pour faire des économies et ramener l'équilibre des finances départementales. À chaque fois qu'on part dans cette voie, on se plante. L'autre voie qu'il faut choisir, et on est aussi dans un moment favorable, c'est la voie du recentrage sur les besoins de l'enfant, la démarche de consensus Marie-Paule Martin-Blaché, qui est récente aussi, parce qu'on était beaucoup plus centré sur les défaillances des parents, je pense qu'Alice Grunenwald en a suffisamment parlé, que sur la question de la réponse aux besoins fondamentaux des enfants. Mais si on opte pour regardons l'enfant, regardons ses besoins fondamentaux, facilitons sa vie et accompagnons-le dans les chemins vers lesquels il nous mène, et soutenons les liens affectifs de cet enfant au regard des conclusions de recherche dont on dispose aujourd'hui, alors à ce moment-là, on choisit la bonne voie. Et ce que je voudrais dire en termes de témoignage pour terminer, c'est que ces questions un peu défensives de professionnels qui peuvent se sentir disqualifiés alors qu'ils sont très compétents, très engagés, très motivés, on les retrouve y compris entre les professionnels. Moi, j'ai le souvenir, il y a des années, d'une expérience en pouponnière, parce que les pouponnières sont quand même très précieuses pour des bébés qui vont très mal et pour lesquels il faut retrouver une bonne courbe de développement. Et pour des bébés qui étaient vraiment avec des troubles de l'attachement extrêmement forts, on avait mis en place, c'était il y a 15 ans, on avait mis en place un système dans lequel les bébés étaient pris en charge, toujours d'ailleurs sur les mêmes liens, avec par des assistants maternels dans la journée, et ils revenaient à la pouponnière le soir. Les auxiliaires de puériculture de la pouponnière étaient vent debout, c'était leur travail, etc., etc. Et puis finalement, elles se sont rendues compte que les enfants évoluant à un rythme, c'était pas tous les enfants de la pouponnière, c'était 3-4 enfants de cette pouponnière qui avaient besoin d'un maternage intensif, dans un lieu identifié, très ritualisé, etc. Ces enfants ont évolué de telle sorte que le travail des auxiliaires de puériculture avec ces enfants a été considérablement facilité par cette expérience. Et très vite, les assistants maternels ont pris toute leur place en tant que professionnels, cette fois-ci, dans la pouponnière. Et on voit des exemples du même type s'organiser avec des enfants. Notre collègue des Yvelines en a cité quelques exemples, mais quand les enfants vont mieux, tout d'un coup, tout le collectif, parents, professionnels, bénévoles, sont embarqués dans un projet qui fait sens pour tous, chacun étant bien à sa place, parce que l'enfant va mieux et qu'on se rend compte que cette intuition était la bonne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Je suis responsable de l'écoute dans une association de grands-parents, dit EGPE, et les appels que nous avons de toute la France disent que des propos disparates dans telle région, dans telle situation. Bon, ok, dont acte. Simplement, je voudrais savoir c'est où trouver cette loi dont vous parlez de 2022 et ce décret de 2023. Ça nous aiderait peut-être aussi à avoir des réponses cohérentes. Merci. Oui, je pense que si vous recherchez la loi Taquet de 2022, la date de 7 février 2022, et le décret, il est d'août 2023, me semble-t-il, le décret sur les tiers dignes de confiance. Je ne pourrais pas vous dire, mais on trouve ces, en tapant sur Internet décret 2023, août 2023, tiers digne de confiance, je pense que vous les trouverez, et la loi de 2022. Après, tout est inscrit aussi dans le Code civil, c'est sur les articles 375 et suivants pour tout ce qui est, en tout cas, le judiciaire, et aussi dans le Code... Alors, je ne sais pas ce qui est inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Non, si, ouais. Voilà, les textes réglementaires sont dans le Code de l'action sociale et des familles. Pour le Code civil, c'est les articles 375 et suivants. Sur les Légifrance, vous regardez sur les Légifrance, vous trouverez tout ça. 375 et suivants. 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 375 et suivants.
Merci beaucoup. Il y avait une question au deuxième rang, juste ici. Madame Mathias. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. On avance quand même. J'aurais aimé que vous me donniez quelques détails, parce que j'ai très intéressé par ces conférences des familles. Comment elles s'organisent? Est-ce que c'est sous votre contrôle? Je trouve ça très intéressant. Moi, je veux bien dire un mot de... Alors, ça s'appelle conférence familiale, mais ça peut être subtil pour les novices. Alice Grunenwald a parlé de conférence du groupe familial. C'est très important de le préciser parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet. C'est-à-dire que ça peut accueillir d'autres personnes que des membres de la famille, on va dire, biologique. C'est le groupe familial. Alors, avant de dire un mot de ce travail, et Alice pourra le compléter, j'ai cru comprendre en aparté que ce serait un sujet qui serait mis à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de la FMJF. Donc, je pense, Dominique, que vous pourrez en profiter. Peut-être dire qu'il y a un point extrêmement important dans tout ce qu'on a dit. C'est un point sur lequel Alice Grunenwald a beaucoup insisté, c'est que finalement la loi se répète depuis de nombreuses années et le législateur redit ce que déjà son prédécesseur avait dit. Et c'est vrai que cette question de la priorité, on va dire ça comme ça, à l'autre parent, à un membre de la famille, à un tiers, c'est des choses qui sont inscrites dans l'article 375-3 depuis déjà un certain nombre d'années. Mais il y a des choses qui bougent. Peut-être, on va dire, en termes de précision, de sécurisation de ces dispositifs dans les lois récentes. C'est important parce que, comme ça a été dit, il ne suffit pas de dire la loi pour que concrètement elle se traduise dans le quotidien de vie des enfants et des familles. Ça, c'est un point essentiel de notre secteur. Je me souviens de Laurence Rossignol au moment de la loi de 2016 qui disait quand on change la loi fiscale, le 1er janvier suivant, c'est clair. Quand on met une disposition dans une loi de protection de l'enfance, les choses mettent plus de temps à s'installer parce que c'est des vrais changements de paradigme, de représentation et d'évolution des pratiques professionnelles qu'il faut prendre en compte. Et surtout, on avait peu l'habitude, c'est aussi un des points sur lesquels on s'améliore considérablement, de penser cette chose qui était censée être très vulgaire il y a des années, les outils. Sur quoi on s'appuie? Autrement dit, il ne suffit plus de savoir seulement ce qu'on veut, nos intentions. Là, manifestement, on est plutôt d'accord. La question, c'est comment on fait? Quels sont les leviers à partir desquels on peut travailler? Donc, il y en a un certain nombre. Des outils de sécurisation des pratiques, de soutien des aidants, et on pourrait aller encore plus loin, on vous l'a dit ce matin. Mais dans les pratiques professionnelles, on a des outils qui sont des outils plutôt, on va dire, qu'on va ranger dans la famille des approches systémiques, qui, à une époque, étaient régulièrement quand même utilisés par les équipes, en tout cas dans le monde judiciaire, peut-être un peu moins à l'aide sociale à l'enfance, qui sont vraiment des outils qui ont vu le jour dans différentes écoles de thérapie familiale, plutôt d'ailleurs à l'étranger qu'en France. Il y a la clinique de concertation, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est les sociogénogrammes qui permettent de cartographier toutes les ressources de l'environnement d'un enfant, qu'on recommande vraiment de faire à l'entrée dans le placement. Et puis, il y a notamment, mais ce n'est pas les seuls outils dont on dispose, cette question des conférences dites conférences familiales, qui est un modèle néo-zélandais, que quelques professionnels très engagés ont participé à développer en France, mais de mon point de vue, alors là ça n'engage que moi, c'est vraiment Mohamed Lousni qui a développé le modèle des conférences du groupe familial qui sont les plus adaptées à la protection de l'enfance. Parce que ce n'est pas des outils spécifiques à la protection de l'enfance, ce dont on parle, les conférences familiales. Jean-Marie Lemaire, belge, les a testées dans la guerre de Enfin bref, vous avez compris. Ça n'existe plus de toute manière. Mais sur des zones de guerre, on teste des choses. Les conférences du groupe familial, c'est en Nouvelle-Zélande que les choses ont été approchées la première fois, là plutôt dans le cadre du placement. Et c'est important de le situer en protection de l'enfance parce qu'il y a toujours cet angle de rester centré sur l'enfant, ses besoins, qu'il joue lui-même un rôle décisif dans l'organisation du travail de la conférence familiale, mais surtout que cette dimension qu'a évoquée Alice, puisqu'il y a une méthode de travail en 6 semaines normalement, mais qui peut être tordu, c'est ce qu'on a fait. J'ai demandé à Mohamed Lousni de tordre son modèle pour faire des conférences immédiates qu'a évoqué Alice Grunenwald. Et il a accepté de le faire parce que la méthode n'est pas troublée sur le fait qu'il y a une partie non négociable qui est le bien-être de l'enfant et la réponse à ses besoins. On ne peut pas
aller au-delà d'un certain nombre de limites qui sont définies dans le groupe et clairement exposées. Mais par contre, ça permet à l'enfant de partager un certain nombre de propositions avec les membres de sa famille ou d'autres personnes qui comptent pour lui, qu'il aura associées à une ou deux questions qui seront posées, qui peuvent être comment... où je vais vivre, puisque là c'est quand même souvent la question qui est posée, mais qui peuvent être aussi d'autres questions qui sont en prévention y compris, qui peut soutenir les parents dans la réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant, etc. L'enfant y participe ? Oui, alors juste un tout petit mot sur l'organisation. Je ne suis que juge, hein, donc je n'ai pas participé, mais j'ai eu des rapports quand même de conférences de groupe familial. Il y a un coordinateur qui n'est pas l'éducateur référent de l'enfant, qui s'occupe de l'organisation de cette conférence. Et effectivement, il y a tout un travail. Le plus long, c'est le travail préparatoire, c'est-à-dire la recherche des personnes qui vont participer à la conférence. Effectivement, il faut aller rechercher des personnes qui peuvent être tout à fait différentes, mais je pense qu'il y aura peut-être un mot qui sera dit là-dessus quand même cet après-midi, puisqu'on a quand même des personnes qui interviennent aujourd'hui qui, elles, ont coordonné des conférences de groupe familial. Donc, voilà, peut-être plus les laisser parler, mais en tout cas, il y a cette partie préparatoire. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir il y a les questions posées auxquelles la conférence va devoir répondre. Il y a la partie et il y a les conditions le non négociable qui est posé, qui est très important effectivement en protection de l'enfance, parce que dans ce modèle-là, il faut quand même effectivement qu'il y ait ce non négociable. Mais ensuite, le principe, c'est que la famille et donc l'enfant aussi peut participer en fonction de son âge. Évidemment, le nouveau-né va pas forcément participer de la même manière, mais en tout cas, s'il est assez grand, il le peut, par son intermédiaire ou par l'intermédiaire d'une personne qui va pouvoir s'exprimer pour lui au sein de la conférence. Et le groupe, ensuite, ce qui est important, c'est que les travailleurs sociaux se retirent et que la famille va avoir son temps familial pour répondre aux questions et pour élaborer le plan d'action. Et donc ensuite, au terme de cette période où la famille s'est réunie, va proposer son plan d'action ou pas, si elle n'a pas réussi à en formaliser un. Mais c'est vraiment il y a ce moment particulier où la famille va finalement elle-même rechercher sa solution avec tout ce travail préparatoire en amont, mais peut-être que d'autres pourront être plus explicites sur la manière dont ça se passe. Il n'y a pas d'effet magique, mais de surprise, depuis toutes ces années où je suis le déploiement de ces expériences. D'abord, en général, les enfants eux-mêmes, et les professionnels aussi, ne pensent pas que les personnes convoquées, invitées, vont répondre favorablement. Or, c'est assez redoutable de voir à quel point, en général, les personnes invitées, même pas de la famille, ça peut être, je le répète souvent parce qu'en milieu scolaire, ça peut marcher aussi, parce que les enseignants sont souvent des gens qui comptent beaucoup pour les enfants. Une maîtresse de CM2 à un instant T, voilà, parce que ça peut aussi être la réussite scolaire, l'enjeu de la conférence. L'enfant, il est déjà confié à l'ASE, il est en décrochage scolaire, comment on va faire, allons-y. Et les enfants nomment des gens qui étaient mais complètement invisibles des personnes qui prennent soin de lui. Donc ça, c'est la première bonne surprise, c'est qu'en général, les personnes viennent. Et d'ailleurs, parfois, ils ramènent des choses, parce qu'en plus, il y a tout un rituel, donc on peut mettre une musique, amener des choses. La question même de l'alimentation, comme souvent dans nos métiers, prend une place assez importante dans l'organisation de la conférence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet, c'est quand les travailleurs sociaux se retirent. Beaucoup d'entre eux en témoignent, d'ailleurs c'est assez savoureux souvent d'entendre des professionnels parce qu'ils ont très peur que ça devienne un pugilat parce que la porte se ferme et on imagine l'image de professionnels aux aguets prêts à intervenir au cas où les choses se passent mal et finalement c'est quand même assez rare parce que quand la préparation est bien faite, les règles sont intégrées. Et même des gens dans des contextes de conflits importants peuvent aller au bout, voilà, même s'il n'y a pas d'effet magique, je le répète. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus avant que d'autres peut-être colloques sur le sujet se tiennent, il y a eu un webinaire organisé par l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance, au PPE, l'ODPE de Paris, sur ce sujet-là, qui est disponible, je crois, j'espère, sur la box de l'OPPE. Voilà, donc un petit peu de pub pour la protection de l'enfance de Paris. Il y a eu un webinaire sur les conférences familiales. Et le dernier point, c'est que
En fait, ce qui est remarqué aussi, c'est que les familles peuvent proposer des solutions auxquelles les travailleurs sociaux n'ont absolument pas pensé. Donc ça, c'est assez intéressant. Et au-delà de réussir à forcément trouver un tiers digne de confiance, ce travail-là, il n'est jamais inutile parce qu'il permet justement d'avoir fait cette élaboration de qui sont toutes ces personnes. Et même si finalement on reste dans un placement institutionnel, ça va être aussi qui va faire lien et comment on va pouvoir tisser des liens. Et donc il y a des personnes ressources qu'on va pouvoir, qui vont pouvoir finalement apporter des choses sans forcément prendre en charge l'enfant au quotidien, mais en tout cas être là pour un week-end, pour des vacances, pour un accompagnement, assurer des accompagnements aussi pour cet enfant, sur garantir son activité extrascolaire qui lui tient à cœur, permettre de maintenir des choses comme ça qu'on n'aurait pas que les professionnels n'ont pas le temps de maintenir en fait, parce qu'ils peuvent pas faire tout ça. Et ça peut, enfin voilà, on peut trouver des solutions qu'on avait vraiment au départ auxquelles les seuls professionnels n'auraient jamais pu penser. Merci beaucoup. Je tiens à préciser qu'il y a l'association Rétis de Mohamed Lousmi qui a été citée plusieurs fois et justement on aura la chance d'avoir une intervenante qui fait partie de cette association cet après-midi pour la dernière table ronde de la journée. On va prendre une dernière question là-bas. Oui, bonjour, Nathalie de Saint-Denis de l'UNAFAM, l'Union nationale des aidants pour les malades psychiques. Je suis grand-parent, donc je suis venue et je vous remercie, c'est formidable tout ce qu'on entend. J'ai une question qui est un petit peu particulière, c'est le placement des enfants et l'accueil des enfants. Jusqu'à quel âge vous estimez qu'il peut se faire ? Je vois autour de moi des jeunes adolescents qui sont dans des situations difficiles, avec des troubles, et les troubles ne sont pas toujours reconnus, mais donc nous œuvrons pour ça. Mais ces enfants ont besoin de ce que vous promouvez, c'est-à-dire une sécurité affective, des liens d'attachement. Et ça n'est pas forcément possible dans les familles, où les familles sont détruites par le trouble aussi, hein, c'est ce qui est classique. Donc jusqu'à quel âge peut-on aider un enfant qui a 14, 15, 16, 17 ans? Évidemment, il va devenir majeur, mais on voit bien que dans notre société, la maturité vient plus tard aussi. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Je me rends compte qu'on n'a pas évoqué le fait que la loi impose aujourd'hui que soit proposé à tous les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance un parrainage. Et donc quand on dit enfant, c'est au plan juridique, la règle de base, toutes les personnes âgées de 0 à 18 ans sont des enfants. Donc ce parrainage, il répond à cette question que vous soulevez, c'est-à-dire de besoin de liens affectifs durables. Dans la question maintenant des contenus de l'accompagnement, ils vont prendre une forme très différente. Si on a affaire à un tout petit, dont on sait dès la sortie de maternité que ses parents ne pourront pas durablement répondre à ses besoins, et qui pourrait être orienté vers une forme d'accueil durable et bénévole, avec une forme d'accordage, avec des personnes bénévoles qui souhaitent accueillir dans leur foyer un enfant qui va plutôt bien et avec l'aide des professionnels auxquels ils vont répondre à ses besoins, et que d'ailleurs cet accueil se traduise ou pas un jour ou l'autre par une adoption. Et puis, il y a des adolescents qui ont déjà connu les institutions, qui n'ont pas bénéficié de ces liens pour différentes raisons. Des adolescents, ou alors qu'ils en aient bénéficié mais qui vont mal et qui sont insaisissables pour les institutions. Je pense à ces adolescents en fugue pour lesquels on ne trouve jamais de réponse adaptée. Je pense à eux parce que le modèle Rétis d'accompagnement des tiers qu'a développé Mohamed Lousni, c'était pour ces adolescents-là, il y a longtemps maintenant, une bonne quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les professionnels allaient chercher les adolescents, les rencontrer sur les lieux où ils se trouvaient, qui n'étaient pas les lieux qu'on avait prévus pour eux. Souvent, les lieux qu'on prévoit pour eux, c'est un foyer à tel endroit, et puis ils étaient en fugue régulièrement.
clairement. Et finalement, il y a des équipes qui ont accepté d'aller travailler avec les adolescents là où ils se trouvaient, chez un oncle, un grand-parent ou quelqu'un qui n'a rien à voir, donc chez un tiers, et de soutenir ces liens-là quand ils étaient favorables et positifs pour les enfants. Donc vous voyez que dans nos organisations de travail, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a absolument besoin de professionnels compétents, très formés, très sensibles aux besoins des enfants, mais que les formes de cet accompagnement, avec des tiers, vont prendre finalement toute une diversité de configurations en fonction des besoins de l'enfant, des possibilités de travail, de la nature même des liens avec les bénévoles qu'on voudra nourrir pour eux ou vers lesquels ils nous auront emmenés. Merci beaucoup à nos 3 intervenantes pour leur prise de parole. Et je vais maintenant conclure cette première table ronde. Évidemment, n'hésitez pas, durant la pause, à vous approcher de la scène pour peut-être regarder de plus près les dessins qui ont été réalisés par notre facilitatrice graphique et qui résument les différentes interventions. Merci beaucoup.